Bonjour et bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Les invités d'aujourd'hui, c'est à ma gauche le rédacteur en chef d'Investir, Rémi Le Bailly. Bonjour Rémi. Bonjour Falco, bonjour Laurent et bonjour à tous. Voilà, et à ma droite, Laurent Albi, le président de l'AFAT. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour Rémi, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de la possibilité d'une guerre commerciale, on va fêter un anniversaire de bourse et on va faire un focus sur les candidats à la privatisation. Donc nous allons analyser ensemble le CAC 40, Microsoft, le Brent, AXA et Engie. Et on va commencer tout de suite avec notre première rubrique qui s'appelle le bilan de la semaine. Alors Rémi, sur le slide, je lis déjà Super Mario. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ou qu'est-ce qui s'est passé plutôt en fait? Il s'est passé une belle hausse de la bourse. Alors maintenant, on fait des variations de lundi soir à lundi soir. Avant, on prenait la semaine précédente. Maintenant, on fait des variations de lundi soir à lundi soir avec une très belle hausse du CAC 40, plus 2,1% d'une semaine. Alors le CAC 40, il a aligné 6 séances consécutives de progression. Il est même bien parti pour en faire 7, puisque l'indice est en hausse ce matin. Et c'est un petit peu étonnant parce que si on se replace avant, il y avait une forte baisse du marché le vendredi avec justement cette annonce de guerre commerciale de Donald Trump. Et puis finalement le marché il a plutôt bien digéré cette annonce de guerre commerciale. On peut peut-être revenir un tout petit peu sur cet aspect-là. Et ça va paraître paradoxal, mais je vais un peu défendre Donald Trump en disant que si on prend un peu de recul et si on voit quels étaient les chiffres avant cette annonce-là, eh bien, si on regarde la moyenne des tarifs de taxes à l'importation appliqués aux États-Unis, c'est 3,5%. Alors qu'en Europe, c'est 5,2%, au Japon, c'est 4%, et en Chine, c'est près de 10%. Alors le record, c'est l'Égypte, avec 18%, et à l'inverse, la Nouvelle-Zélande, c'est 2% simplement. Donc, ce que propose Donald Trump, c'est un petit peu de rattraper l'Union européenne pour rapprocher son 3,5% de 5,2%. Bon, alors je ne suis pas sûr que la méthode soit la bonne, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ça permet quand même de recadrer un tout petit peu les choses et de voir avec un peu plus d'objectivité si on peut, si possible, être objectif. Bon, en dehors de ça, le marché a bien digéré les choses parce que finalement, quand on regarde ce que représente l'acier et ce que représente l'aluminium, c'est 1,8% des importations américaines. Donc ça ne va pas très loin. Si ça en reste là, la crainte, c'est qu'il y ait une escalade. Donald Trump a parlé de taxer l'automobile, les voitures allemandes notamment. Donc ça peut être une escalade et là, ça peut être négatif parce que quand on regarde historiquement, les périodes de tension commerciale comme ça n'ont pas été très bonnes pour l'économie et pour les marchés. Mais si on en reste là, et c'est ce qu'a estimé le marché, et bien finalement c'est digérable. Et en parallèle, il y a eu plutôt de bonnes nouvelles, et notamment, oui, Super Mario Draghi, qui sait bien parler au marché. Alors, quelquefois, il y a des petites erreurs de communication, mais dans l'ensemble, il sait comment brosser les investisseurs dans le sens du poil. Et donc, ça a été plutôt bien perçu parce qu'il a dit, ce qui n'était pas une surprise, il a été retiré la petite phrase dans le communiqué que pouvait augmenter sa politique d'achat quantitatif, mais le marché s'y attendait, compte tenu de la conjoncture économique favorable. Et puis, il a indiqué aussi qu'il n'y avait pas eu de discussion lors de la réunion de la Banque centrale sur une autre modification de la politique monétaire. Et ça, les marchés l'ont beaucoup apprécié. Ça veut dire que la politique va rester accommodante, même si on sait qu'elle va être de moins en moins accommodante progressivement. Mais c'est le progressivement qui est important. Tout va se faire en douceur et les marchés ont clairement apprécié. Excellent. Donc le CAC 40 est apprécié tout ça. Laurent, qu'est-ce qu'il a fait le CAC 40? Il est monté et l'analyse technique alors l'analyse technique la semaine dernière, Falco, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'il fallait le payer, ce CAC 40. Souvenez-vous-en, on avait donné un objectif, un petit objectif à 5290. Eh bien, c'est ce qui s'est passé cette semaine. On est arrivé sur cette borne. Alors c'était un produit qui a fait environ 50% d'appréciation. Et on est content puisque on était dans le bon sens. 50% d'une semaine. Il y a de quoi être content. Oui, absolument. Alors, ce qui est intéressant, moi je trouve cette semaine, c'est que finalement il y a eu pas mal d'incertitudes face aux résultats des élections italiennes. Le marché en a fait fi, ça n'a absolument pas été un facteur de déstabilisation. Et puis surtout, il y a eu ces chiffres de l'emploi qui ont été extraordinaires puisque on est en situation de plein emploi, d'accélération et pourtant au niveau de la hausse des salaires, elle décélère. Donc on a vraiment le beurre et l'argent du beurre et c'est ce qui explique
un petit peu cet appétit retrouvé pour le risque. On a un petit peu l'impression, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais que finalement c'était un mauvais rêve qui s'est passé à la fin du mois de février et que maintenant le VIX est redescendu gentiment sous sa moyenne historique. Le Nasdaq, enfin les indices américains sont très forts. Donc voilà, on a l'impression que ça y est, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le marché avait besoin d'une consolidation, qu'elle a eu lieu et donc que ça redonne un peu de potentiel pour l'avenir. Exactement. Alors c'est effectivement une lecture. On peut avoir le pendant un petit peu négatif, c'est-à-dire que cette fracture qui a eu lieu à la fin du mois de janvier annonce malgré tout un retour de la volatilité et donc un changement de régime par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. En tout cas, force est de constater qu'on a des acheteurs sur le marché avec des marchés européens toujours plus faibles qu'aux États-Unis, puisque vous voyez, le CAC 40 n'a toujours pas dépassé ce petit sommet intermédiaire que vous voyez ici, mais on semble assister à une continuation donc de la progression justement vers ce niveau à 5350. Donc acheteurs sur le CAC 40. On a bien progressé ces derniers jours, donc moi je ne serais pas étonné d'assister à une petite consolidation. C'est la raison pour laquelle, si le marché, et je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir, si le marché retournait dans cette zone autour de 5240, eh bien ce serait possible d'envisager l'ouverture d'une position longue avec donc comme objectif 5340, 5350 et puis j'ai mis un niveau d'invalidation très loin à 5160 qui ne devrait en aucun cas être revisité. Voilà Falco, donc on reste... Est-ce que vous pensez qu'on peut casser ces 5340, 5380 qui est une zone de résistance assez forte et aller retrouver les plus hauts du début de l'année, du mois de janvier? Alors, si nous les cassons, Rémi, on valide une structure qui s'apparente à un double creux. J'ai dit qu'il s'apparente parce que ce double creux serait un petit peu trop grand par rapport à la baisse qui précède cette formation. Mais ça serait quand même une figure qui montrerait que le marché est revenu tester une zone à 5100. On remarque que la deuxième fois, il n'est même pas retourné sur le précédent creux. Et par conséquent, si on dépasse ce niveau à 5350, ça veut dire potentiellement qu'on retourne sur le haut du range. Donc, pour répondre concrètement et rapidement à votre question, oui, je le pense. Est-ce qu'on va y arriver du premier coup? Je ne sais pas. Peut-être pas, mais je pense qu'on va à terme retourner dans la partie haute du trading range parce que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, cet appétit qui revient et puis des fondamentaux qui restent toujours très bons. Voilà Falco, donc j'y viens, Turbo Call. Excellent. 29 DXB sur le CAC 40. Merci beaucoup Laurent. Donc je vous dis la phrase que vous connaissez tous, que le produit présente un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Et à chaque fois, je vous invite d'aller sur notre site internet et vous former à l'aide de brochures et toutes les vidéos qu'on a mis à votre disposition. Et c'était hier en fait que Laurent me disait mais elle est où cette site? En fait on n'a jamais vu, tu devrais montrer ça à nos spectateurs et le faire donc aujourd'hui. Donc vous voyez très bien l'adresse d'internet en haut en rouge, donc produitbourse.bnpparibas.fr. Donc en dessous, il y a donc une copie d'écran du site. Il faut aller dans le menu sur formation, après se former aux produits de bourse. Et en dessous, dans le carré en rectangle en rouge, vous avez donc le choix de soit cliquer sur Turbo et regarder toutes les vidéos qu'on a mis à votre disposition, aussi les brochures sur les turbos, les différents turbos, donc turbo classique, turbo infini best. Et aussi sur les varans, donc comment choisir son varan et qu'est-ce que c'est un varan, quels sont les effets de la volatilité, du prix de sous-jacent et tout ça. Sur un varan, vous pouvez trouver toutes les explications là-dessus. Donc sur notre site produitbourse.bnpparibas.fr. Voilà, on retourne sur notre produit que vient de citer Laurent. C'est un Turbo Call, c'est le CAC 40 29 DXP qui a un effet levé ce matin de 24,89. Son échéance, c'est du 15 juin 2018. Son prix d'exercice aussi, sa barre exactivante, 5090 points. Tout ça pour un prix de vente de 1,50 € avec un CAC 40 à 5299,01 points. Et on continue le bilan de la semaine avec Rémi et voilà, on va fêter un anniversaire. Qui veut chanter? Non, on va éviter. On va pas chanter? Non, mais bon. En tout cas pour moi.
Alors oui, c'est effectivement un anniversaire dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le 9e anniversaire du point bas du 9 mars 2009, c'est-à-dire après la grande crise. Et depuis, aux États-Unis, bien c'est une hausse quasiment continue du bull market, donc mon expression Happy Birthday bull market, et avec notamment sur le Nasdaq qui a fêté de façon appréciable ce 9e anniversaire, puisqu'il a établi un nouveau record qui a encore été battu, me semble-t-il, hier. Donc le Nasdaq Composite qui va très très bien, hein. Quand on le compare aux autres grands indices, il a gagné près de 10% depuis le début de l'année, donc il est repassé au-dessus du plus haut d'avant la chute du mois de février, hein. Et donc près de 10% de hausse, alors que le Dow Jones, lui, est autour de 2% de progression. Quant au CAC 40, il est tout juste à l'équilibre, même un petit peu en dessous. Donc les raisons de cette hausse, Laurent l'a fait pour moi, hein. Notamment il y a eu les très très bons indices américains sur l'emploi, hein. On craignait beaucoup, quoi. Ce rendez-vous était important puisque c'était lui, un mois plus tôt, qui avait déclenché la forte baisse, hein, ces tensions salariales qui semblaient se dessiner. Et puis finalement, ça s'est dégonflé puisque sur le mois de février, la hausse des salaires a été plus faible qu'elle n'avait été sur le mois de janvier. On a même revu à la baisse les chiffres du mois de janvier. Donc c'est un peu le scénario idéal, hein, une croissance sans tension inflationniste. Bon, alors c'est une affaire à suivre, mais en tout cas, pour l'instant, profitons-en. Donc c'est un très joli anniversaire, on va le regarder avec Laurent tout de suite. Et c'est pas le Nasdaq Composite qu'on va regarder? Non. En fait, non? Ce n'est pas le Nasdaq, Falco. C'est une contradiction. On parle du Nasdaq, donc on ne traitait pas le Nasdaq. Chers amis, ce n'est pas le Nasdaq, car je sais que nos téléspectateurs nous suivent et ils savent qu'on a déjà acheté le Nasdaq la semaine dernière. Oui. On a bien fait. Et par conséquent, on ne va pas parler du Nasdaq, mais on va parler de Microsoft. Parce que bien évidemment, elle fait partie du Nasdaq. C'est une de ses composantes les plus importantes. Et Microsoft est encore plus fort que le Nasdaq. Alors vous le savez, quand on investit de l'argent sur les marchés, quand on investit donc notre épargne, eh bien autant essayer de choisir des actions qui sont fortes dans des secteurs qui sont forts. Et le secteur de la technologie et le marché du Nasdaq sont extrêmement forts aux États-Unis. Donc, on a choisi cette semaine Microsoft. D'abord parce qu'il y a une tendance qui est haussière, vous le voyez assez facilement à l'écran, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé sur le chart cette semaine, c'est cette figure technique, une tasse avec anse qui est répertoriée donc dans le corpus de l'analyse technique comme une figure de continuation, et Microsoft a donc validé cette figure avec, vous le voyez, le dépassement de cette ligne de coût à 95 $. Alors vous voyez, ça c'est la tasse, le grand pullback, et puis derrière on retourne sur la résistance qui joue encore son rôle. Le pullback se fait, mais vous le voyez, il est beaucoup plus petit que le précédent, et du coup derrière on franchit le niveau. Autrement dit, c'est une confirmation de la tendance haussière qui reprend. Alors sur ce marché, je vais zoomer un petit peu. Le stop se place, eh bien vous le voyez, sous ce pivot qui a stoppé la consolidation précédente, autrement dit invalidation sous 90. Hier, on a continué de progresser très légèrement. On pourrait par conséquent, comme on a un petit doji, s'attendre, si on a un petit peu de chance, à retourner sur cette zone à 95 $. Ce serait vraiment idéal, puisque en fait on actionnerait la polarité, résistance devient support, et puis on vise les 100 $. Donc on recommande d'acheter Microsoft avec Falco, un var en call, et celui-ci est donc le 26 BRB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un var en call sur Microsoft 26 BRB qui a un effet de levier ce matin de 9,9. Son échéance de 15 juin 2018. Et voilà, son prix d'exercice de 100 $, pardon. Et son prix de vente 1,68 € pour Microsoft à 96,61 et 7 $. Et on continue notre émission avec notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Rémi, quels sont les tops cette semaine?
Alors, le plus gros top, c'est Aéroport de Paris, ADP, qui a gagné plus de 13%. Mais je ne vais pas en dire plus parce qu'on va en reparler dans quelques instants. Dans le focus. Je fais du teasing. Dans le focus. Ouais. Ensuite, il y a une belle hausse de Thales. Alors là, c'est toujours les publications de résultats. Hein. C'est un peu la fin de la période. C'est fini pour le CAC 40, mais il y a encore des sociétés qui publient. Et donc, Thales a publié de très bons résultats 2017. Et puis, des perspectives pour 2018, c'est aussi important, qui sont favorables. Le groupe attend une croissance de 4 à 5% de son chiffre d'affaires et une nouvelle progression de son EBIT. Et puis l'intégration de Gemalto, qui est une société qui n'allait pas très bien, pourrait être positive parce qu'on peut supposer que Gemalto ils ont peut-être acheté Gemalto au plus bas, donc c'est pourrait être une belle affaire. Et puis le troisième top, c'est Technip FMC qui gagne plus de 5%. Et alors je crois là, Laurent, que toujours dans un esprit de contradiction, vous n'allez pas nous parler de Technip. Exactement. Mais nous parler de quoi? Quelque chose d'autre. Alors effectivement, je ne peux pas vous parler de Technip, chers auditeurs, puisque nous l'avons payé déjà la semaine dernière. Et ça nous fait toujours très plaisir de voir dans les tops un sous-jacent qu'on a choisi la semaine précédente. Alors si vous avez acheté effectivement le produit qu'on a recommandé la semaine dernière, vous pouvez déboucler parce qu'on est sur la résistance et on a fait, je crois, un gain de 50%. Donc merci Technip. Et maintenant, on va parler toujours pas de cette classe d'actifs, mais de ce segment à travers de l'énergie, à travers le Brent. Parce que on voit qu'il ne peut plus baisser. Alors la figure technique, le contexte technique sur le Brent, il n'est pas clair du tout. On voit qu'on était dans une tendance haussière, on a eu un repli assez significatif, puis sur une zone de support qui était clairement identifiable, le marché a rebondi, et puis là maintenant on voit qu'on consolide à l'intérieur d'une petite zone de congestion. Franchement, ça peut monter comme ça peut baisser. Il y a un équilibre entre acheteurs et vendeurs qu'on peut voir très facilement à l'écran. Donc, on va attendre de voir ce que le marché choisit de faire. Si on sort par le haut de cette zone de consolidation, c'est-à-dire si le prix du baril dépasse 66 $, alors ça veut dire qu'on ira vraisemblablement chercher la zone des 68 et peut-être même retourner sur le précédent plus haut, et on aura en fait une grande phase de consolidation qui va se mettre en place sur le Brent entre 62 et 70. Si en revanche le support de très court terme à 63 $ est rompu, alors ça veut dire qu'on ira vraisemblablement sur 62 et peut-être même un petit peu plus bas vers 59-60. Donc la stratégie sur le Brent dans l'immédiat, c'est ne rien faire. On attend de voir comment les opérateurs décident d'intervenir. Si toutefois il y avait un franchissement de la résistance de très court terme à 66 $, on paye et on accompagne donc la progression des cours jusqu'à 68,50 qui est mon premier target de court terme. Le stop d'invalidation, il est sous 63, c'est-à-dire que si effectivement on casse ce niveau à 66, on ne doit plus assister à un retour sous cette zone de support. Et donc dans cette stratégie d'achat conditionnel, parce qu'il faut effectivement qu'on franchisse ce niveau à 66, eh bien on a choisi Falco, un turbo call infini, et son code c'est le 60DJB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo call infini 70 GB sur Brent qui a un effet levier ce matin de 11,18. Son niveau de financement est de 59,1258. Ça va à des activantes de 62,082. Voilà, tout ça pour un prix de vente de 47 centimes avec un Brent à 64,675 $. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue avec notre top et flop. On avait voilà, 3 tops. Est-ce qu'on va aussi 3 flops ou pas? Oui, il y a 3 flops. Alors les flops, ils sont de moindre ampleur, ce qui est logique, hein, puisque le marché a bien monté la semaine dernière. Les 2 premiers flops, Lagardère et Casino, ben, là aussi c'est des résultats comme Thales tout à l'heure. Alors Thales, les résultats avaient été appréciés. Lagardère et Casino, là ils ont plutôt déçu. Alors ils ont plutôt déçu, même si en apparence ils sont plutôt satisfaisants, mais du côté de Lagardère, ce qui n'a pas plus, c'est le cash flow qui s'est dégradé, qui a baissé de 24%, et le cash flow libre permet à peine de payer le dividende. Donc les investisseurs s'interrogent là-dessus, sur l'avenir du dividende de Lagardère. Donc ça a fait fortement baisser le titre. Du côté de Casino, leur résultat donc
a bien augmenté, mais pour des raisons un petit peu exceptionnelles. Il y a eu le crédit d'impôt au Brésil, il y a eu des plus-values de cession en France. Donc le résultat opérationnel a moins progressé qu'il ne semblait, et là, ça a déçu les marchés. Alors le troisième flop, c'est AXA. Alors ça paraît être un tout petit flop, hein, moins 0,1%. C'est parce que mes variations sont prises de lundi soir à lundi soir, et le lundi précédent, le marché AXA s'était effondré. L'action avait perdu plus de 10%, ce qui est quand même impressionnant pour une société de cette taille. Visiblement, les investisseurs n'avaient pas du tout apprécié l'annonce de l'acquisition de la société américaine XL Group pour plus de 12 milliards. Alors pourquoi? D'abord parce que le management avait annoncé qu'il ferait plutôt des petites acquisitions de 2-3 milliards, et puis quelques mois plus tard, il nous annonce une acquisition de 12 milliards. Premier point. Deuxième point, ça paraît assez cher payé, puisque la société a acheté sur une base de 15 fois les bénéfices, ou 11 fois si on regarde après synergie. Et AXA se paye 9 fois les bénéfices, donc c'est payé plus cher qu'AXA. Et puis les investisseurs visiblement auraient préféré des mesures comme des rachats d'actions plutôt que de la croissance externe. Dernier point, l'acquisition n'est pas totalement financée, puisqu'une partie du financement, ce sera l'introduction en bourse des activités de gestion d'actifs d'AXA aux États-Unis. Et ça, c'est pas encore fait. Alors c'est projeté pour les mois qui viennent, mais on ne sait pas dans quelles conditions ça se fera. Donc un certain nombre d'interrogations sur AXA, même si la société reste quand même un bon groupe, et un groupe faiblement valorisé, qui donne un beau rendement. Merci beaucoup Rémi. Donc moins 10 et après à peu près stable. Laurent, AXA, oui. Il y a quelque chose à... Effectivement, alors le titre, hein, comme l'expliquait Rémi, a été puni par les investisseurs. Cela dit, on voit bien que depuis une semaine, on assiste à une stabilisation des cours, et puis surtout, on est sur un très très gros niveau sur le titre, un niveau qui date de février 2017, et on voit bien que les opérateurs ont choisi de soutenir les cours dans cette zone. Alors, il y a un facteur technique, moi, qui m'a plu dans cette baisse, c'est l'énorme bougie rouge que vous voyez ici. Attendez, je vais zoomer. Cette énorme bougie rouge qui arrive donc après un gap baissier et des volumes absolument titanesques. Donc ça veut dire peut-être que on a tous les vendeurs qui sont sortis sur cette nouvelle, et qu'on peut maintenant assister à un rebond. Alors vous le voyez, hein, de toutes les façons, on est sur un titre qui depuis plusieurs mois était en tendance plate. Il y a eu un très gros niveau de support qui a été enfoncé. Il y a là évidemment un préjudice technique important. Cela dit, il pourrait tout à fait y avoir un rebond technique. Vous savez que dans les bornes, on est contrarien, on achète les supports et on vend les résistances. Cette stratégie, vous avez eu l'occasion de l'entendre et peut-être de la mettre en œuvre toutes ces dernières semaines, puisqu'on a payé plusieurs fois des supports et on a vendu plusieurs fois des résistances. Eh bien, on continue sur AXA. Pourquoi? Parce que le stop, il est tout proche. Donc, si on a tort, et si effectivement le courant vendeur continue de se déployer sur le marché, eh bien on ne perd pas beaucoup d'argent parce que le stop est tout prêt. En tout cas, il me semble qu'on peut maintenant assister à un rebond, puisqu'on voit bien que les opérateurs ne vendent plus. Alors c'est une toute petite cible, hein. On vise dans un premier temps les 24 €, c'est la borne basse du gap baissier. Ça serait déjà pas mal si on passe de 22,78 à 24. En tout cas, le stop, il est sous 21,48, et je répète, on vise 24, donc stratégie de rebond technique pour le moment, en tout cas sur AXA. Si on réintègre le gap, alors peut-être on aura une amélioration technique significative dont on reparlera ensemble. Voilà, donc acheteur sur AXA, et pour ce faire, eh bien, nous avons retenu un turbo Infini Best Call, et son code c'est le TR86B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Turbo Infini Best Call TR86B qui a un effet de levier de 13,60. Son prix d'exercice est sur la barrière désactivante à 21,4824. Tout ça pour 1,75 € un prix de vente, et AXA à 22,76 8. Et voilà, c'était ça pour les tops et les flops. Et on va passer maintenant, pas à une nouvelle rubrique, il n'y a pas de jingle, donc on va passer directement en fait à l'annonce de l'euro gagnant de cette semaine, en fait le jeu d'investisseur de la semaine. Vous savez très bien que tous les semaines, les mardis, il faut choisir un produit, le produit de votre choix en fait, et tenter et gagner cette jolie tasse chaque semaine. Peut être gagné en fait. Et du coup, cette semaine, c'est qui a gagné en fait cette semaine? Eh bien, cette semaine, c'est Philippe qui habite Quimper.
qui a fait un gain de 156%. Alors je suis doublement heureux. D'abord parce que c'est un beau trade, mais surtout c'est parce que c'est une stratégie qu'on a proposée nous-mêmes. Donc Philippe a suivi visiblement nos conseils, sauf qu'il a pris un produit encore plus d'effet de levier que celui qu'on avait retenu la semaine dernière. Donc acheteur de CAC, vous le voyez, j'ai mis en bleu dans ce rectangle la progression de l'indice la semaine dernière. Et donc Philippe, il a payé le CAC à juste raison parce que on l'avait dit, hein, on se doutait qu'on ne retournerait pas sur les plus bas précédents. Le CAC est monté, il a franchi ce niveau de support devenu résistance et maintenant vous le voyez, ce matin il travaille cette oblique baissière. S'il arrive à la dépasser, alors on ira vraisemblablement vers 5350. Donc Philippe, bravo pour avoir bien exécuté cette stratégie. Si vous êtes vraiment rentré sur le marché avec ce produit, eh bien ne débouclez pas, hein, parce qu'on voit bien que pour le moment ça continue de progresser et on peut donc prendre le relais de la stratégie proposée ce matin à celle de la semaine dernière et continuer d'accompagner le CAC dans sa progression. Donc félicitations Philippe. Merci beaucoup Laurent. Donc Philippe, cette tasse elle est pour vous et on va l'envoyer tout de suite cet après-midi à Quimper. On va passer maintenant à notre prochaine rubrique qui s'appelle le Focus. Voilà, j'ai annoncé au début de cette émission qu'on va parler des candidats pour des privatisations en fait, donc des entreprises. Ce sont lesquelles en fait, Rémi ? Alors, d'abord le cadre général, hein, on sait que depuis des années, l'État français a privatisé un certain nombre de sociétés, mais il reste quand même quelques petites choses à privatiser. Et le point de départ, c'est que Emmanuel Macron avait annoncé un fonds pour l'innovation doté de 10 milliards d'euros. Ça, c'était pendant sa campagne électorale. Ça avait été confirmé dès l'été dernier. D'ailleurs, il y avait eu la cession d'une partie du capital d'Engie, puis la cession d'une partie du capital de Renault, et tout ça fait que l'État a récupéré ainsi un petit 3 milliards, mais il reste 7,2 milliards à trouver, et 7,2 milliards à trouver via la cession de différentes sociétés. Alors, si on continue ce cadrage général, la dernière vraie mise sur le marché, elle remonte à 2006, et c'était, à coïncidence, Aéroport de Paris. Hein, ce que j'appelle vraie mise sur le marché, c'est-à-dire une société qui n'était pas cotée en bourse auparavant. Et puis, dernier point, la semaine dernière, il y a eu tout un tas de rumeurs autour de l'imminence de privatisation d'ADP, de la Française des Jeux, voire d'Engie. Et puis l'État a confirmé, puisqu'il a dit que le ministre des Finances a indiqué que des modifications législatives allaient être annoncées, parce que effectivement il y a certains obstacles. L'État n'a pas le droit, dans la configuration actuelle, de détenir moins de 50% du capital d'Aéroport de Paris. Or, il est tout près de cette limite de 50%. Il n'a pas le droit non plus de détenir moins du tiers d'Engie. Il est là aussi tout près de cette limite-là, en tout cas en droit de vote. Et donc, il faut une modification législative. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va venir assez vite, puisqu'il y a une volonté politique très claire d'aller vers ces privatisations, et puis aussi de profiter d'un marché boursier qui reste, malgré les soubresauts récents et le retour d'une certaine volatilité, marché boursier qui reste favorable. Alors si on regarde un petit peu quels sont ces candidats, donc il y a 3 dossiers vraiment chauds. Aéroport de Paris, donc l'État à 50,6%, c'est valorisé 9 milliards. Hein, là, j'ai fait figurer à côté de chaque société la part détenue par l'État et ce qu'il pourrait tirer de cette cession. Donc, Aéroport de Paris, on parle beaucoup de la candidature de Vinci, qui est déjà dans le capital, mais il y a d'autres candidats potentiels. La deuxième poste important, c'est Engie. Hein. On se souvient que l'État a vendu en 2017 déjà 2 fois des participations d'Engie, notamment au mois de septembre dernier. Ça s'est bien passé, mais il y a encore 7,7 milliards à récolter de ce côté-là. Et puis, il pourrait y avoir une vraie privatisation, quoi, une vraie introduction en bourse d'une société qui n'est pas cotée. C'est la Française des Jeux, qui a les 72% de l'État. Alors, on suppose que l'État resterait quand même dans le capital. Et là aussi, il y aurait de toute façon un accord, une négociation, puisque l'État doit avoir le contrôle pour respecter des réglementations européennes. Mais là, ces 72% représentent 2,2 milliards d'euros.
Et puis il y a d'autres dossiers en réserve qui sont sans doute un peu moins chauds pour des raisons variées. Il y a Orange, il y a Safran, il y a les constructeurs automobiles. Mais les constructeurs automobiles, on n'y croit pas trop. Il y a eu des rumeurs la semaine dernière comme quoi l'État qui a 15% de Renault pourrait vendre ses titres à Nissan. Nissan qui a également 15% de Renault et Renault qui est actionnaire à plus de 40% de Nissan. C'est dans le cadre de la restructuration des liens un peu compliqués dans l'alliance Renault-Nissan. Ça a été démenti et je pense que ça arrivera peut-être un jour, mais pas pour tout de suite. Idem pour Peugeot, puisque Peugeot, il y a 3 gros actionnaires de Peugeot. Il y a l'État, il y a le chinois Dongfeng et il y a la famille Peugeot. Et donc là aussi, c'est un équilibre subtil. Mais il y a déjà pas mal de choses à faire du côté d'Aéroports de Paris, Engie, FDJ et peut-être éventuellement Orange et Safran. Merci beaucoup Rémi. Donc alors Laurent, sur quelle action est-ce qu'il y a une bonne situation dans l'analyse technique? Eh bien écoutez, on a retenu Engie cette semaine parce que le titre est en train de retourner une tendance baissière. Pourquoi? Eh bien regardez, on était sur une séquence de creux et de sommets baissiers et puis la semaine dernière on a assisté donc à l'ouverture d'un gap haussier, mais surtout on est repassé au-dessus de ce dernier rallye de contre-tendance baissière. Autrement dit, la séquence de sommets baissiers est interrompue et on est maintenant sur un marché qui fait un nouveau plus haut par rapport au précédent. On peut ajouter, si oui, bien sûr. Que du point de vue fondamental, ce qui se passe en Allemagne dans le secteur électrique avec l'échange d'actifs entre E.ON et RWE peut attirer l'attention sur les opérateurs d'autres pays, dont Engie en France. Et pour compléter encore ce que vous dites, Rémi, je regardais le secteur des services utilities, services aux collectivités, et on a l'impression qu'il y a un petit désir de retournement, un secteur qui a beaucoup souffert avec une anticipation de remontée des taux, parce que ce sont des entreprises qui sont très endettées, et on voit sur les utilities quelque chose qui commence à apparaître. On en reparlera peut-être lors du webinaire le jeudi soir, mais ça rentre voilà, dans toute cette logique qui est en train d'apparaître et dont on voit sur Engie que finalement ça ne baisse plus et qu'on vient finalement d'ouvrir un gap haussier. C'est pas n'importe quoi, et puis on est, vous le voyez, toujours au-dessus, c'est-à-dire que c'est pas un accident, c'est pas juste technique. On a visiblement un intérêt acheteur qui commence à se concrétiser. Par conséquent, on achète Engie, et puis là encore, on a un objectif qui est très technique, on n'est pas dans du trend following, on vise cette zone de support qui devient potentiellement résistance, c'est-à-dire autour de 13,90 €. Le stop, eh bien, il est sous la borne basse du gap haussier, c'est-à-dire que si ce diagnostic que nous faisons ensemble maintenant est juste, alors le titre, le prix ne doit absolument plus combler ce gap et retourner sous les 12,60, ça doit continuer de progresser. Ça peut peut-être stagner pour le moment au-dessus de la borne haute de ce gap, mais en aucun cas repénétrer le gap et casser donc la borne basse. Voilà, donc Engie qui est en train peut-être d'amorcer un retournement de tendance, en tout cas à court terme. Et donc pour cette raison, on a choisi un VAR en call et son code Falco, c'est le 67 BVB. Merci beaucoup Laurent. Donc un VAR en call sur Engie avec le code 67 BVB, un effet de levier de 11,70 sans échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice à 14 €, son prix de vente 5 centimes pour Engie à 13,218 €. Et on continue avec notre prochaine rubrique qui s'appelle À ne pas manquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut surtout pas manquer, Rémi? On va encore parler d'inflation. Oh là là. C'est pour ça que je l'ai fait figurer en majuscule, inflation en février. Alors en 2 temps, le premier temps très rapidement, puisque c'est en tout début d'après-midi, on aura les chiffres de l'inflation et des salaires réels en février. Alors ça devrait plus ou moins confirmer ce qui a été annoncé en fin de semaine dernière, mais bon, c'est quand même à vérifier. Et puis le lendemain, on aura l'autre versant, donc le lendemain, demain, mercredi, avec les prix à la production, notamment aux États-Unis. Autre chose à suivre, c'est les enquêtes manufacturières Empire State et Philly Fed, donc par la Fed de New York et la Fed de Philadelphie. Donc ce sont des enquêtes sur le mois en cours, donc c'est un indicateur un petit peu d'anticipation, c'est toujours intéressant. Et dans ce domaine-là, dans un domaine voisin, le lendemain, vendredi, on aura l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Un mot sur la zone euro,
l'inflation en février dans la zone euro, ce sera pour vendredi. Et avant, on aura eu les chiffres dans 2 grands pays, l'Allemagne et la France. Voilà pour les principaux indicateurs du côté économique. Du côté des entreprises, oui. Il n'y a pas énormément de choses en France. Les grands résultats du CAC 40 sont passés, mais il y a tout de même des résultats toujours intéressants qui sortent. Il y a eu par exemple Iliad ce matin, la maison mère de Free, qui a publié ses résultats et qui n'ont pas été appréciés par le marché puisque le titre Free baisse fortement. On aura toujours dans le secteur des télécommunications, jeudi soir après bourse, Altice qui publiera à son tour ses résultats 2017. Puis à noter une société de taille moyenne méconnue mais qui brille particulièrement en bourse, c'est Ruby. C'est un peu facile, mais c'est exact en tout cas. Ruby a un très très beau parcours. C'est une société parapétrolière qui vend notamment du gaz dans différents pays, puis qui a des entrepôts de stockage de produits pétroliers. C'est une des plus belles performances boursières en France sur le long terme. Du côté de l'international, on a parlé tout à l'heure de E.ON, l'énergéticien, il publie ses résultats demain. Puis il y a des sociétés importantes comme Inditex également demain ou Lufthansa jeudi. Bon, merci beaucoup Rémi, c'était déjà notre émission en fait. Il me reste juste à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc on a jeudi 15 mars, d'abord cette semaine en fait, les webinaires de revue de technique des marchés avec Laurent Albi. Donc jeudi soir 18h cette semaine. Et mardi prochain, la semaine prochaine, évidemment à midi, la prochaine émission de 100% marché. Donc merci beaucoup Rémi d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission 100% marché. Et aussi merci beaucoup Laurent pour toutes les analyses techniques. Et merci à vous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine et à cette semaine. Au revoir.